Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Anaïs. Alors Céline, tu es facilitatrice et formatrice en Kundalini Activation. Tu vis à Bali, mais je ne fais pas plus de présentation. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais avant de parler de toi un peu plus personnellement ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast et merci du coup aux Avec personnes qui ont plaisir. répondu à ton sondage et qui t'ont proposé de m'inviter. Donc, merci à elles, pensez pour elles. Donc, effectivement, je m'appelle Céline Bergamini, j'habite à Bali depuis 3 ans et dans la vie, je suis facilitatrice et formatrice en Kundalini Activation. Ça veut dire que je donne des séances de Kundalini Activation sur Bali, en France et en ligne, mais aussi je forme les personnes à devenir facilitatrices comme moi. Est-ce qu'on rentre dans les détails sur ce qu'est la Kundalini Oui, Activation ? j'allais te poser la question justement. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est exactement ? Parce que moi, j'ai testé plusieurs fois avec toi, mais est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous expliquer exactement ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, la Kundalini Activation, c'est un processus énergétique pendant lequel vous allez venir vous installer sur un tapis de yoga. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous laisser guider pendant 1 heure dans un voyage intérieur. Donc moi, j'ai passé une musique, une playlist que j'ai conçue spécifiquement, une musique en 12 étapes, conçue pour vous entraîner dans une expansion de conscience qui va mener à une transe consciente et à l'activation de votre énergie vitale, votre prana, comme l'appellent les hindous. Et pendant ces séances, en vivant justement cette expansion de conscience et cette transe, cette activation énergétique, eh bien, il y a, alors en fonction des séances, puisque chaque séance est différente et vient apporter des choses différentes, eh bien, vous pouvez venir dénouer des nœuds qui sont stockés dans vos différents corps. Donc, ça peut être des nœuds physiques. Donc là, on va pouvoir libérer physiquement des tensions, du stress accumulé. Dans certains cas, on a quelques cas de guérison physique, ça peut arriver aussi. On peut avoir des nœuds émotionnels qui sont stockés, comme quand par exemple on a cristallisé des émotions dans nos différents corps quand on a vécu quelque chose de difficile et qu'on n'était pas forcément en disponibilité d'accueillir ces émotions, eh bien ça vient créer des nœuds émotionnels qui nous bloquent ensuite, qui nous empêchent parfois d'agir, mais aussi qui peuvent créer des maladies. Donc on va venir ouvrir ces nœuds-là pour se libérer. On va venir aussi, bien sûr, ouvrir les nœuds énergétiques pour permettre à l'énergie de circuler de manière fluide, mais aussi les nœuds mentaux. Les nœuds mentaux étant toutes ces fois où on s'est attaché à des choses, à des situations, à des personnes, à des aspects de nous-mêmes qui nous limitent, ou les fois où on s'est pris la tête, où on s'est fait vraiment des nœuds, c'est cette image que j'aime bien employer, des nœuds dans la tête. Eh bien, les séances vont aussi permettre de dénouer ces nœuds pour se sentir aussi plus léger, plus libre et avoir plus de clarté sur notre chemin, en fait, tout simplement. Et le but, en fait, de ces séances, en dénouant tous ces nœuds, eh bien, c'est de suivre un chemin d'évolution personnelle, d'alignement vers qui nous sommes vraiment, notre authenticité, et vers ce que nous voulons vraiment dans la vie et créer une vie qui nous ressemble, une vie d'harmonie et de sérénité. Génial. Et vraiment, je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que pour moi, de mon point de vue, c'est vraiment un outil complémentaire à l'hypnose. Et à travers ton histoire, tu vas pouvoir nous raconter aussi comment ça a transformé ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, plus personnellement, ton parcours depuis ton enfance ? Ok, alors je sais pas combien de temps on a, mais On a le temps, mais voilà, comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, etc., pour en arriver là aujourd'hui. Ok.
Alors, donc moi je suis née en Bretagne, mais j'ai grandi à La Rochelle, parce qu'en fait mon père était médecin militaire, donc on déménageait souvent. J'ai grandi à La Rochelle, donc sur la côte ouest. Et ensuite, à mes 18 ans, je suis partie vivre 2 ans à Poitiers pour faire une classe préparatoire Hippocagne-Cagne. Donc j'ai grandi dans une famille avec une petite sœur, un petit frère, mes deux parents. Et ensuite, donc, je suis partie à mes 18 ans, Hippocagne-Cagne à Poitiers. Puis j'ai déménagé à Paris pour rejoindre la Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait un parcours licence et master 1 en information communication, puis master école de commerce. Je ne sais pas si tu veux que je détaille plus sur la partie de l'enfance, mais pour continuer sur ce fil, j'ai vécu 1 an aux États-Unis entre mon M1 et mon M2. Là, j'ai vécu mes premières expériences vraiment de voyage, même en dehors des États-Unis, où je suis partie voyager seule au Costa Rica. Enfin voilà, j'ai vécu pas mal de choses durant ces voyages-là. Et ensuite, je suis revenue à Paris pour travailler dans le secteur de la communication et de la publicité au sein de chaînes de télévision françaises. Et moi, mon grand dada, ça a toujours été les voyages. Donc, j'ai énormément voyagé, c'est-à-dire que voilà, je travaillais, je mettais de l'argent de côté et ensuite, je partais voyager en sac à dos. Donc, j'ai fait le tour de l'Asie du Sud-Est pendant plusieurs mois. J'ai fait ensuite le tour de l'Amérique du Sud pendant 7 mois. Je suis repartie ensuite dans différents pays et on va dire que ces voyages, ça a vraiment constitué aussi beaucoup d'aspects de ma personnalité et ça a aussi créé beaucoup d'éveil chez moi sur des conditionnements en fait sociétaux que j'avais eus depuis l'enfance, puisque j'avais grandi dans voilà dans un contexte familial où il faut faire des études, faire des grandes études, ensuite travailler dans des grandes entreprises, en fait exactement ce que j'avais fait, puisqu'en fait à la fin de cette carrière salariale, je travaillais quand même dans la chaîne française numéro 1 à un super poste et ensuite, j'ai décidé de tout quitter au grand désarroi de ma maman. Mais Justement, voilà, on va dire que, mais tu vas avec nous plaisir. raconter, parce que c'est à quel moment que ça a changé? Parce que c'est vrai que là, quand tu nous racontes ça, on dit voilà, c'est une carrière toute tracée qui peut rendre fiers les parents dans leur schéma de réussite, etc. À quel moment tout ça, ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, on va dire qu'il y a deux temporalités. Il y a eu un événement très fort, mais cet événement très fort est venu confirmer quelque chose qui se construisait en sous-marin, on va dire en moi. Ouais. Tu le Donc, ressentais en fait, déjà? alors oui, c'est-à-dire que quand je partais voyager en sac à dos dans le monde, je rencontrais des personnes qui étaient digital nomades, donc des personnes qui peuvent voyager en fait, travailler en voyageant, donc depuis leur ordinateur. Et moi, je trouvais ça génial parce que j'adore voyager, rencontrer des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, découvrir des choses, explorer. Je trouve ça juste magnifique. Ça donne un tel sentiment d'accomplissement, de liberté. Voilà, je me sentais tellement bien en voyageant. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais c'est pas possible. Il faut absolument que je trouve un moyen d'être freelance, un moyen de travailler à mon compte ou je sais pas. À la base, je pensais être freelance pour quelqu'un, pour une entreprise. Mais à l'époque, le télétravail, c'était pas du tout quelque chose qui était aussi courant qu'aujourd'hui. Et les remote jobs, comme on dit, donc le travail à distance, ça n'existait pas, quoi. Je cherchais partout, je ne trouvais pas. Et c'est en regardant sur des chaînes YouTube comment être à son compte, comment être digital nomade. Je pense notamment à Antoine BM qui parle beaucoup de ça, que j'ai appris pas mal de choses. J'ai commencé à tester un petit peu des choses, à créer une chaîne YouTube, notamment sur l'interprétation des rêves. À l'époque, j'avais commencé ça et puis en fait, j'ai lâché. Et en fait, si tu veux, j'étais voilà dans ce truc, sauf qu'à chaque fois que je revenais en France, je trouvais du travail quasi immédiatement. Parce qu'en fait, comme j'avais un bon CV, en fait, si tu veux, en télévision, quand tu as un certain rôle qui n'existe pas dans d'autres entreprises, forcément, ton profil est très recherché. Et Un du coup, bagage en plus fait, des fois, intéressant. pour ce type de métier-là. Et du coup, ça faisait que quand je revenais, je recevais, en fait, je sais pas, sur LinkedIn des offres très rapidement où mon ami me taguait sur une offre et je me souviendrai toujours une fois, j'avais une semaine après être rentrée d'Amérique du Sud, j'étais encore limite en décalage horaire et j'ai une interview pour une grande chaîne et ils veulent me prendre pour un deuxième entretien. Et là, j'annule. Je dis non, non, je veux pas, etc. Encore une fois, au grand désarroi de ma mère.
Et finalement, un mois après, j'y suis retournée parce que je savais pas quoi faire. Et on va dire que la vie, je me laissais reporter par la vie et je retournais à chaque fois travailler dans des entreprises et je retournais dans ces conditionnements, dans ces schémas-là, tu vois. Mais ça commençait à monter en moi. Sauf qu'en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que donc je travaillais voilà dans un bureau à Boulogne. Et en fait, un jour, mon père a fait un AVC, il est tombé dans le coma et il est resté dans le coma pendant plusieurs mois. Plusieurs fois, on a cru qu'on allait le perdre, etc. Et si tu veux, quand je voyais la façon dont mes supérieurs hiérarchiques se comportaient avec moi, ou les RH, alors que je vivais quelque chose qui était quand même très grave, une des pires choses que tu puisses vivre, je pense, c'est de perdre un parent. J'ai eu une prise de conscience de me dire mais qu'est-ce que je fais ici? Je me donnais corps et âme pour une entreprise qui me sucrait mes primes pour des raisons douteuses. Je travaillais pour 2, voire pour 3 parce que mon collaborateur était parti. Et bon, bref, je me donnais à fond. Et je me disais, mais pourquoi je me donne autant à fond dans cette situation pour travailler pour quelqu'un d'autre qui, en plus, ne reconnaît même pas ce que je fais, me sucre les primes et me reproche de pas être encore plus à fond. Ouais, Donc en fait tu là t'aperçois que tu un vrai matricule en fait, tu un chiffre ah et puis ouais. t'es là, tant mieux, je prends ce qu'il y a à prendre et puis au final, s'il arrive quoi que ce soit, voilà. Je me reconnais C'est beaucoup ça. dans ce témoignage. Ouais. Donc du coup là j'ai commencé vraiment à me secouer. C'était on va dire l'élément motivateur en plus parce que et j'ai appris plus tard qu'on avait 2 biais de motivation, les biais positifs et les biais négatifs. Donc les biais positifs par exemple, c'est la motivation pour entreprendre ou être freelance, c'est je veux voyager en travaillant, enfin travailler en voyageant. Sauf que ce biais de motivation positif n'était pas assez fort. Il a fallu que j'ai le biais de motivation, on va dire négatif, qui était plus jamais je mets les pieds dans une entreprise, plus jamais je travaille pour quelqu'un. Et ça a été encore plus motivé après du coup par le décès de mon père qui a fait que la vie est trop courte, c'est terminé. Maintenant, je vais aller suivre mes rêves. Ouais, donc Donc là, tu c'est vois, on va vraiment dire que c'est le son. décès de ton papa qui a acté, qui a validé, Ouais, hem, ces questionnements que tu te posais depuis quelques mois. ouais, c'était terminé là. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Parce que il y a forcément une phase de deuil. Est-ce que tu as été arrêtée? Est-ce que tu es partie tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, alors moi j'étais en CDD d'1 an et ils voulaient me prolonger en CDI. Sauf qu'en fait, mon CDD d'1 an s'arrêtait en juillet et en fait, mon père est décédé en juillet parce qu'il était déjà dans le coma depuis plusieurs mois. Et j'avais déjà pris la Je décision. t'interviens juste, mais Mhm. je trouve ça tellement fou ce hasard entre guillemets là quoi. Ouais, Et donc bah toi, il y a tu pas avais de déjà hasard. pris. Mais non, il n'y a pas de hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que j'interviens. C'est que là, la fin est arrivée et il y a une autre fin qui arrive en même temps et qui t'a permis de, non pas de renaître, mais de prendre un nouveau départ. Oui, on peut dire renaître aussi, surtout ce qui s'est passé après que je vais te raconter par la suite. Mais on va dire que voilà, déjà ça avait déjà commencé, c'est-à-dire que là, je préparais la suite, Mhm. c'est-à-dire que je rentrais chez moi le soir, il était 19-20 heures, parce qu'à Paris avec les heures de métro, laisse tomber, et je me formais. Donc je me formais à la communication, au marketing, je me formais à différentes choses sur Internet pour pouvoir vraiment travailler à mon compte en fait. Le week-end, je sortais plus, je faisais plus rien, je travaillais, je me formais. Bah, c'est là où j'avais essayé de lancer la chaîne YouTube. J'ai essayé différentes choses. J'étais vraiment en mode, ça y est, je change de situation. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je devais lancer un projet et finalement, en fait, avec le décès de mon père, bon, du coup, j'ai quitté l'entreprise en juillet. Mon père est décédé, voilà, 2-3 semaines après. J'avais des projets que j'avais commencé à lancer, du coup, et avec le décès, tout s'est mis en pause, on va dire. Et ce qui s'est passé, donc pour la suite, c'est que 2 semaines après le décès de mon père, je vivais une retraite d'ayahuasca. Qui était prévu Euh, ou qui c'est était suite au déjà décès? prévu. Qui était déjà prévu, ok. C'était Waouh. déjà prévu et en fait, ça faisait déjà 1 mois que je préparais la diète parce qu'avant de faire une cérémonie ayahuasca, il faut avoir une certaine alimentation. Donc ça faisait 1 mois déjà que je préparais la diète pour la retraite.
Et en fait, avec le décès de mon père, du coup, je savais plus trop si je devais y aller ou pas. Et ils m'ont dit, écoute, c'est comme tu veux. Si tu décides de finalement pas y aller, nous, on garde ta place pour une prochaine fois. Mais sache que la retraite d'ayahuasca peut t'aider à passer le deuil. Enfin, peut t'aider dans le deuil. Du coup, je l'ai fait. Et on va dire que ces deux éléments ont vraiment marqué un tournant dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé alors comment Euh, voilà, comment t'as réagi? Explique-nous. ouais, alors, je vais pas raconter ce qui s'est passé Oui, pendant non, bien les deux évidemment. cérémonies parce que ça serait trop long. Mais il y a des choses intéressantes en vrai, des très belles leçons, très intéressantes, mais ça serait vraiment trop long. Mais je suis sortie de cette retraite. Alors, ça a été difficile les 3 premiers jours parce que mon cerveau avait vécu trop de choses profondes et presque traumatiques, on va dire. Euh, mais en fait, ma perception du monde a complètement changé. C'est là où vraiment je suis rentrée dans la spiritualité, c'était en 2018. Parce qu'avant ça, moi, j'ai toujours adoré les sciences humaines et la psychologie. Quand je parlais d'interprétation des rêves, je parlais d'un point de vue psychanalytique, hein, Freud, Jung, toutes ces approches-là. Mais là, en fait, j'étais plus du tout dans l'approche humaine psychologique, mais j'ai complètement basculé du côté de la spiritualité, notamment à travers les perceptions qui se sont ouvertes pour moi pendant mes cérémonies d'ayahuasca. Et donc, du coup, s'en est suivi, on va dire, 6 mois d'éveil et de deuil, pendant lesquels, en fait, j'ai fait différentes choses. J'ai fait une formation de praticien et maître praticien en magnétisme. J'ai beaucoup développé mon intuition. J'ai lu des tonnes de livres, regardé des centaines de vidéos. J'étais vraiment dans une découverte de quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Parce qu'avant, tu me parlais de fantômes, tu me parlais de... J'étais là, ouais, ok, j'étais quelqu'un de super rationnel, même si, bien sûr, j'avais quand même un penchant, tu vois, pour la psychologie, pour les rêves, pour tout ça. Euh, Parce que c'est et vrai aussi, que tout à l'heure, tu disais, excuse-moi de t'avoir coupé, mais tu disais, mon papa était médecin, donc c'est vrai que oui, généralement, c'est hyper cartésien, oui. tout ce qui est parallèle, c'est un peu... voilà. Mais ton approche, du coup, m'intrigue parce que là, je fais face à une vague de personnes, voilà, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je partage la signification des malaises, des maux, des maladies, etc. Et j'ai souvent des petites personnes qui viennent me parler en me disant mais quelles sont tes preuves scientifiques, quelles sont tes sources pour admettre ça. Ça m'est arrivé de me faire insulter de charlatan, etc. Et on est tout le temps en train de me demander ces preuves scientifiques. Et là, je me dis avec ton parcours, bah t'as la double casquette. Comment toi tu abordes ce sujet-là? Bah, déjà, les preuves scientifiques, tout ce qui concerne la médecine chinoise par rapport aux mots qu'on a physiquement, je veux dire, chez eux, c'est une médecine, hein, c'est une science. C'est Bah pas parce oui. que nous, on a en Occident, on n'a pas développé spécialement cette science, et encore, on a beaucoup de littérature sur le sujet maintenant, que ça n'existe pas. Les gens, en fait, ils partent du principe, mais comme moi, hein, moi j'étais Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et ensuite, j'ai compris que c'était l'inverse. Je ne vois que ce que je crois. Mais oui, effectivement, avant, j'étais quelqu'un de très rationnel. Euh, une fois, j'avais une copine quand j'étais partie en Turquie qui m'avait amené voir un voyant qui lisait dans le mar du café turc. J'étais ah, ok, tout intéressant. Mais pour moi, c'était des trucs perchés, quoi. Ouais. Est-ce que Euh, c'était des trucs perchés ou est-ce que d'un côté il y a une part de toi qui avait peur? hmm, non, non, Vraiment, c'était perché? je pourrais pas dire que c'était de la peur. Ouais. De Euh, l'incompréhension. Inconsciemment peut-être, j'en sais rien, mais là consciemment non. Non, je sais pas. En fait, j'avais vraiment grandi. Ma mère, elle avait un doctorat en pharmacie aussi, juste elle a pas validé quand elle est venue en France. Mais voilà, enfin toute ma famille était méga scientifique quoi. Ouais, tu as vraiment Donc grandi dans le cartésien et aujourd'hui, ouais. revirement de situation. Et donc, tu as fait cette retraite-là et après, comment ça s'est passé? Parce que tu avais fait les formations avant. Voilà, donc Euh, du coup, j'ai fait cette retraite ayahuasca. Ensuite, pendant les 6 mois, c'est là où j'ai énormément appris.
développer ma spiritualité. J'ai fait cette formation de praticien et maître praticien en magnétisme où j'ai appris les aspects thérapeutiques, comment accompagner les patients, etc. Et je pensais me lancer à mon compte en tant que magnétiseur, enfin magnétiseuse. Et puis en fait, je faisais des soins comme ça par-ci par-là. Mais et d'ailleurs ça fonctionnait bien. Mes amies, elles étaient choquées. Hein. J'ai dit à une de mes amies qu'elle était enceinte, qu'elle ne savait pas. Ou des différentes choses qu'il y avait dans le corps, je pouvais leur dire parce que je le sentais. Et du coup, quand elles allaient faire le check médical, elles se rendaient compte, ou même par rapport à l'énergie, tu sais, la mère, le père, etc., ça leur parlait. Et finalement, 6 mois que je travaillais pas, que j'avais rien fait, je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Et puis, on ne devient pas comme ça magnétiseur du jour au lendemain. On trouve pas des clients comme ça du jour au lendemain. J'étais sans emploi. Et du coup, j'ai eu un déclic. Je crois que c'était un de mes ex qui m'avait remotivé, qui m'avait un peu secoué. Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, j'étais là et je faisais rien. Et je sais pas, tu sais, quand tu vis un deuil comme ça, ça fait Ouais, le plusieurs fait de mois te que réassocier, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. voilà, j'étais un peu perdue. Et puis un jour, il m'a donné un discours motivationnel et je me suis un petit peu sorti les doigts, comme on dit, et Mmh. j'ai repris les cours de marketing que je prenais en ligne. Tu sais, pendant la période où je travaillais encore en entreprise et que je me formais le soir, et j'avais Mmh. abandonné, tu sais, des projets au moment où mon père est décédé parce que j'avais plus la force du tout de faire ça. Donc Mmh. j'ai repris en fait à ce moment-là. Et du coup, je me suis lancée dans le marketing digital. Je continuais toujours le magnétisme à côté, mais on va dire plus pour des proches ou du bouche à oreille, mais comme ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui va payer, qui va remplir ton frigo, ou en tout cas pas comme ça, pas au début. Mmh. Et donc du coup, voilà, je me suis lancée dans le marketing digital, ça a très bien marché. J'ai fait ça pendant je sais plus, pendant plusieurs mois, 1 an. Donc je faisais du consulting, je faisais de l'achat média aussi pour des clients avec qui je travaillais. Donc ça se passait très bien et j'étais contente parce que j'ai réalisé mon premier rêve qui était de pouvoir travailler depuis mon ordinateur et de pouvoir être partout où je voulais, de pouvoir gérer mes horaires, gérer ma situation géographique. Et ça, c'était super. Donc, j'ai monté différents projets. On a créé aussi un logiciel avec 2 associés, un logiciel digital. Enfin voilà, j'étais un peu là-dedans, mais je continuais évidemment à développer ma spiritualité, à faire du développement personnel, à travailler sur moi, à apprendre des choses. Et ensuite, plus tard, quand du coup j'avais un petit peu renfloué les caisses, on va dire, j'ai fait différents stages de développement personnel sur Paris. Et un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, attends, mon rêve, ça a toujours été avant, quand j'étais plus jeune, je voulais être psychologue. Sauf Mmh. que quand mes parents m'ont dit, apparemment, alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je vérifie maintenant, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien, mais qu'il fallait faire des études scientifiques pour être psychologue. Or, moi, tout ce qui est scientifique, c'est pas trop mon truc. Donc, même si j'étais très rationnelle, j'ai du mal à retenir les informations parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Ouais, c'était Et pas voilà. Et ensuite, du coup, je voulais être coach quand j'étais plus jeune, avant de faire mes études. Sauf que les écoles de coaching étaient très onéreuses et mes parents n'avaient pas le budget pour ça. Et là, je me suis dit, alors attends, c'est bon, là maintenant, je suis à mon compte. Je me suis prouvé que je pouvais créer mon activité par moi-même. Et du coup, là, je me suis formée pour pouvoir proposer du coaching. Alors au début, j'accompagnais les entrepreneurs justement du digital qui voulaient se lancer, qui n'y arrivaient pas. Donc je les accompagnais sur toute la partie mindset. Et ensuite, j'ai commencé à accompagner des personnes d'un point de vue plus émotionnel, développement personnel, etc. Euh, donc là, je te la fais courte. J'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai créé aussi des programmes, des visualisations. J'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de loi de l'attraction parce que c'est un de mes sujets de prédilection. Donc mmh. c'est comme ça aussi que j'ai fait monter mon compte TikTok à 75 000 abonnés, je crois. C'est comme ça que mon compte Instagram il avait monté aussi. Voilà, c'était un sujet dont je parlais beaucoup. J'ai créé un programme en ligne sur ça. Je donnais beaucoup de conseils parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé ces lois et elles ont fonctionné. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées grâce à ça et grâce à tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais mis en place pour pouvoir justement me lancer à mon compte. Je te la fais courte. Hein. Et ensuite,
voilà, j'ai déménagé à Bali et là, j'ai découvert la Kundalini Activation ou le CAP. J'ai fait pendant 1 an, j'ai pratiqué des séances en tant que participante à raison de à peu près une séance toutes les 2 semaines pendant 1 an, avec parfois des moments de pause quand je rentrais en France. Je faisais aussi des retraites, je participais à des retraites quand je pouvais ici à Bali pour faire des intensifs. Et un jour, j'ai eu le message clair que faire du coaching, ça ne suffisait plus, que je voulais accompagner les personnes que j'accompagnais à un degré, on va dire, plus profond, corporel. Je faisais aussi de l'émotionnel et énergétique. Et un jour, j'ai eu le message, en fait, en sortant d'une séance, je me suis dit, mais je dois faire ça, en fait. C'était évident, c'était Ouais, clair, c'était comme de l'eau de viscéral, roche. quoi. Je dois faire ça. C'était évident. Et En donc, fait, du moi, coup, bah, je me suis quand formée. j'écoute ton parcours, là, je me dis, en fait, tu as récupéré tous les ingrédients pour faire ton gâteau, quoi. C'est C'est ça. pendant toute ton évolution, tu as récupéré le magnétisme, tu as récupéré les études dans le marketing, le coaching, etc. Tu as pris tout ça et Mm. derrière, tu as fait ton gâteau et que tu as transformé, du coup, là, aujourd'hui, à ton métier, quoi. Exactement. Du coup, toutes les expériences que j'ai vécues précédemment, moi en tant que, on va dire, patiente, mais aussi au travers des coachings, au travers de ce que j'ai appris lors des différentes retraites, parce que j'ai fait d'autres retraites d'ayahuasca, d'autres ateliers de développement personnel, et du coup, à force, tu es aussi en contact avec des différentes thérapies. J'ai testé tellement de thérapies que j'ai pas envie de dire toutes, mais on va dire énormément. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est sûr que ça m'aide énormément dans mon activité de Kundalini Activation pour savoir accompagner aussi les personnes pendant les séances et après les séances, évidemment. Euh, donc voilà. Et donc quand j'ai décidé que c'était le moment pour moi, bah, je me suis formée. J'ai fait plusieurs formations autour de la Kundalini Activation. J'ai aussi fait des séances de Shaktipat avec un gourou hindou pendant 1 an et demi, quasiment. Je crois que ça fait 2 ans maintenant. Voilà, pour avoir cette énergie, mais de manière ancestrale, le côté ancestral de la Kundalini. Enfin, j'ai continué à me former. Aujourd'hui, je me forme encore. Langage de lumière, body work, body awakening, tout ce que tu veux. Je suis toujours en cours de formation, quoi. Cours de Mais formation, ouais. ouais. Je me reconnais beaucoup dans ton témoignage, dans le fait de se former continuellement, et cetera. Moi, je l'ai longtemps, mis de côté en pensant que, peut-être j'étais peut-être instable et je savais pas quoi faire, et cetera. Mais en fait, pour moi, ça me paraît évident pour accompagner les autres d'avoir toutes les clés nécessaires, même si on les a jamais réellement toutes, mais en tout cas d'avoir à chaque fois des approches, différentes pour aller plus loin dans l'aide à la personne, pour aller plus loin dans la guérison de certaines blessures et émotions et j'aime ce côté-là aussi et bon voilà personnellement du coup ça me rassure aussi de voir que toi c'est un peu pareil. Tu prends toujours toutes ces informations là pour agrémenter en fait à chaque fois ton métier d'aujourd'hui. Et quelles sont les leçons du coup que tu as apprises, quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises pendant tout ce parcours là? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Euh, Est-ce que tu as des thèmes en particulier Je sais pas, quelle est pour toi la plus importante ou que tu aimerais partager? Je pense qu'on peut parler du lâcher prise et de l'acceptation parce que c'est tellement important. J'ai vécu différentes situations qui m'ont vraiment forcé à lâcher prise. Avant, j'étais quelqu'un d'assez anxieuse, tu vois, avec une mentalité un peu de manque plutôt qu'une mentalité d'abondance. J'étais quelqu'un qui résistait beaucoup, qui s'accrochait beaucoup. Et en fait, il y a plusieurs expériences qui m'ont fait vivre ce lâcher prise forcé. Je pense notamment à la première fois que je suis partie seule dans un pays étranger. Bon, même si j'étais partie vivre 1 an aux États-Unis toute seule, mais j'ai quand même rejoint un organisme là-bas de travailleurs français. Mais c'était pendant cette année aux États-Unis, je suis partie toute seule au Costa Rica, en sachant que je parle pas du tout espagnol. Je parlais pas du tout espagnol à l'époque. Et je suis partie pour quelques jours. Et en fait, pendant que j'étais là-bas, moi, j'étais quelqu'un toujours stressé de perdre mes affaires, hein. Mais vraiment. Encore aujourd'hui, on va pas dire que ça me stresse, mais je fais toujours attention où sont mes affaires. Je perds jamais rien. Je n'oublie jamais rien. Si je perds, c'est pas grave, mais j'ai toujours un peu cette vigilance-là. À l'époque, c'était encore pire. Et à l'époque, j'étais pas mal accrochée au matériel, on va dire, hein. C'était en 2012, donc il y a 11 ans. 12 ans? Oh my god. Il y a plus de 12 ans. Euh,
Et donc, en fait, j'étais au Costa Rica et ce qui s'est passé, c'est que ma petite valise dans laquelle il y avait toutes mes affaires, mon petit ordinateur portable dans lequel il y avait mon mémoire de Master 1, puisque pendant mon année aux États-Unis, j'avais juste mon mémoire de Master 1 en France à faire, mon appareil photo réflexe que mon père m'avait offert et qui coûte, je sais pas, plus de 500 euros, et mon passeport. Il y avait tout ça dans ma D'accord. valise et Et t'as tout perdu. le lendemain, je devais prendre l'avion pour retourner aux États-Unis. J'ai tout perdu. Ah. J'étais toute seule. Je parlais pas la langue. Je n'avais plus d'argent sur ma carte parce qu'en fait, aux États-Unis, t'es payé par semaine. Mm. Et du coup, j'avais prévu pile poil mon budget, tout était calculé, tu vois, parce que je repartais le lendemain. J'avais plus rien. Et en plus, j'étais en habit de plage parce que justement, je l'ai perdu sur le retour de la plage. Donc, j'étais en maillot de bain avec juste petite jupe de plage et paréo, tu vois. Ouais. J'avais plus de culottes, j'avais plus de brosse à dents, j'avais rien. Et Oh. du coup, c'est une famille de Costa-Ricains qui m'a hébergée. Et en fait, du coup, le lendemain, je pensais, moi, naïvement, que j'allais pouvoir reprendre l'avion. Ben non, parce qu'en fait, il fallait que j'aille refaire mon visa Le américain, sauf que c'était passeport, ouais. l'anniversaire de Martin Luther King, donc c'était un jour férié, donc c'était fermé. À l'ambassade française, franchement, la nana, elle était exécrable. Je sais pas si elle travaille encore là-bas, mais j'étais choquée à quel point elle était pas du tout aidante dans une situation quand même d'urgence d'une Ouais. de ses compatriotes. Et bref, beaucoup de pleurs, beaucoup de stress, etc. Et bon bref, finalement les papiers, etc. Donc je suis restée plusieurs jours là-bas. Ma mère m'a envoyé, j'ai dû aller dans un cybercafé parce qu'il n'y avait pas trop internet comme ça à l'époque. Cybercafé pour appeler ma mère en pleurs pour qu'elle m'envoie de l'argent sur ma carte. Enfin, m'en laisse tomber. J'ai repris un billet, j'avais perdu mon billet d'avion du coup. Bah oui, J'ai pas ouais, pu le ouais. modifier. J'ai dû repayer visa, passeport, bref. Euh, et en fait, on va dire le 2 ou 3e jour après que ce soit arrivé, le temps que mon passeport était en train d'être recréé, etc. Je me souviendrai toujours. J'étais assise sur la balançoire dans le jardin du coup de cette famille au Costa Rica et je me balançais, tu vois, dans le jardin. Je regardais les oiseaux, dans les bananiers et tout ça. Et je me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. Je me suis jamais sentie autant en paix. Parce qu'en Ouais. fait, Pourtant, c'est t'avais trop tout bizarre. perdu, ce qu'il y avait des choses qui avaient Oui, plus important pour toi. Et au final, oui. Eh ben oui, parce qu'en fait, tu sais, et ça c'est un sentiment que j'ai revécu après, c'est quand le pire truc qui peut t'arriver, bon là on va dire en dehors d'une agression physique par exemple, en dehors ouais. de problèmes physiques, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver et en laquelle j'avais énormément de résistance puisque je fais toujours super attention à mes affaires, Mhm. est arrivé. Ben là en fait, il y a plus de résistance. Ça y est, Ouais. c'est fait, tu C'est vois. fait et en plus derrière, finalement, il y a une solution. Ouais, et en fait finalement tout va bien, tu vois. Je suis encore en vie. Et c'était un espèce de soulagement, je sais pas comment t'expliquer. Et, euh, et ce soulagement, je l'ai aussi ressenti à d'autres moments quand j'ai vraiment lâché prise. Soit parce que j'étais forcée, mais en général, c'était parce que j'étais forcée. Ouais. Ouais, là, on t'a donné un Mais petit coup de pouce pour y j'ai arriver. vraiment senti, voilà, j'ai vraiment senti même ce côté de liberté de plus rien avoir. Je suis rentrée du coup aux États-Unis, en Floride, avec rien, avec un mini sac, avec juste ma carte bleue dedans. Je sais pas, libre en fait, libre de contraintes, de peur. J'avais plus peur puisque Ouais, c'était déjà ouais. arrivé. Et on va dire qu'un ressenti similaire donc sur le lâcher prise et l'acceptation, c'était aussi pendant ma première cérémonie d'ayahuasca. Je voyais beaucoup de choses très 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 glauques, très très dark. C'était Mhm. super dur. Vraiment, je voyais des images d'horreur, des images de plein de choses horribles. Et je résistais beaucoup. J'étais là, non, mais je viens juste d'enterrer mon père. C'était déjà suffisamment difficile. Je parlais à la plante parce que pendant les cérémonies, tu parles à la plante. S'il te plaît, arrête. Puis il y avait la nana à côté de moi qui vomissait puisqu'on se purge pendant les cérémonies. L'autre, elle va me vomir dessus. Et puis machin. Et puis c'est trop dur. Et puis machin. Et puis d'un coup, en fait, c'était tellement trop que j'ai dit à la plante, tu sais quoi? Balance-moi tout ce que tu as à me balancer, je lâche prise, je m'abandonne, je rends les armes, vas-y, je suis prête. Là, j'en peux plus, donc balance-moi tout. Et là, ça j'adore raconter cette histoire, je vois une lumière sous mes yeux, je vois la silhouette d'une femme avec les bras tendus qui flotte au-dessus de l'eau, et je ressens en moi le terme acceptation. Et là, à partir de ce moment-là,
s'en est suivi des merveilleuses visions de cette femme qui flottait justement sur l'eau. Je me suis revue dans le ventre de ma mère, j'ai revécu ma naissance et là j'ai vécu une ouverture du cœur incroyable, une expansion incroyable. J'ai reconnecté avec l'amour que j'avais pour ma mère parce que parfois ça pouvait être un petit peu conflictuel les relations. Depuis, plus du tout. Bon, il y a toujours voilà, des mini prises de tête comme dans toute famille, mais plus du tout comme avant. Et j'ai vécu une espèce d'ouverture, mais magnifique. C'était un des plus beaux jours de ma vie parce que justement, j'avais accepté. J'avais dit, OK, Accepté, vas-y. t'avais lâché prise, ouais. Et ça, c'est une C'est des marrant plus parce que grosses du coup, leçons. ouais, bah ouais. Et ce qui est marrant, c'est que moi, du coup, pour avoir suivi ton travail et testé ton travail, euh, finalement, ce que tu transmets, c'est justement de lâcher prise pendant les séances. Alors, c'est marrant que tu Bah oui. choisis ça, du coup, à nous raconter dans les leçons apprises, parce que finalement, aujourd'hui, c'est cette expérience-là, tu l'as tellement bien vécue et tu l'as dit, c'était tellement le plus beau jour de ta vie que tu as envie que les autres vivent la même chose dans le plus beau jour de leur vie avec ta pratique, quoi. Alors, je l'aurais pas formulé comme ça, mais effectivement, oui, le fait de lâcher prise, ça, c'est incroyable en fait, toutes les résistances que ça fait tomber, quoi. On Bien se sûr. crée tellement de stress, de même de maladies avec ce stress quand on est en résistance et qu'on ne lâche pas prise. Au moment où on lâche prise, waouh, c'est bon, Ouais, on peut ouais. enfin Et c'est très s'apaiser, tu difficile, vois, on hein, peut enfin de relâcher, comprendre on peut enfin vivre le terme. d'autres situations, quoi. Bien sûr. Et puis c'est très difficile à comprendre le terme lâcher prise parce que quand on dit bah oui, lâche prise, oui, d'accord, mais comment on fait pour lâcher prise? Et je pense que c'est grâce à nos techniques, et vraiment je nous inclus dedans, qu'on peut connaître le véritable lâcher prise. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as déjà testé l'hypnose? Oui, oui, oui. Raconte-nous. Je rigole parce qu'on Euh, a déjà échangé sur le sujet avant, parce que tu m'as posé les questions si ça dérangeait justement de raconter, parce que c'est pas avec moi que tu as testé l'hypnose, c'est avec quelqu'un d'autre. Tu peux nous raconter ton expérience justement? oui, alors, l'hypnose, j'ai découvert ça il y a 11 ans, Mmh, 10-11 ans, suite à une rupture où je mmh, n'arrivais plus à dormir. Du coup, je faisais beaucoup d'insomnie et beaucoup d'hyperphagie. Donc, j'avais pris à peu près 10 kilos. mmh, Et du coup, l'hypnose, ça a été un outil qui m'a beaucoup aidée pour justement soigner ces insomnies et reperdre du poids, en fait. Arrêter l'hyperphagie et perdre du poids. Donc, je le faisais, j'avais fait un rendez-vous au cabinet de Benjamin Lubzinski parce qu'en fait, je oui, regardais ses vidéos sur YouTube que j'adorais. Même si à l'époque, le son était pas top top, hein. On entendait les enfants de la récréation derrière, on entendait des bruits et tout ça. Et bon, ça, j'avais fait une séance avec quelqu'un de son cabinet. Bon, j'étais pas retournée. Mais par contre, j'ai fait ces hypnoses en ligne, là, ces vidéos, et ça m'avait mmh, vraiment aidé. J'avais perdu du poids et j'avais plus d'insomnie. Ensuite, j'ai fait, voilà, j'avais testé au cours de ces années différents hypnothérapeutes. J'avais jamais vraiment fait quelque chose de suivi, à part quand je faisais ces auto-hypnoses. Et encore aujourd'hui, quand par exemple, je sais pas, il y a un moment donné où il y a eu un événement, j'arrive pas à dormir, où j'ai trop de choses dans la tête, eh bien, je vais me mettre une hypnose. Je vais écouter une hypnose et ça va m'aider à m'endormir. Ou alors, ça m'arrive aussi quand si je regarde un film qui est un peu anxiogène, j'ai pas envie de m'endormir avec comme dernière information des images anxiogènes. Donc, non. je vais Tu écouter une utilises hypnose l'hypnose pour, voilà, sur des thèmes de relaxation, de bien-être, etc., pour que mon cerveau il traite d'autres informations pendant la nuit que un film horrible. Et aujourd'hui, donc c'est ça dont on a parlé juste avant. Aujourd'hui, je suis un parcours d'hypnose avec un monsieur en ligne, et donc en fait, c'est un programme un peu hybride, c'est-à-dire qu'on a programmé une dizaine de séances en live, et lui, il me fournit aussi des audios à écouter entre les séances. Et je trouve ça super intéressant parce que son approche, c'est déprogrammation puis reprogrammation. Et dans les audios qu'il me fait écouter, c'est préparation à la réussite du programme, préparation à accepter le changement, préparation à voilà aux attentes positives, etc. Donc moi, je trouve que l'hypnose, c'est un super outil. Alors effectivement, oui, j'ai fait des séances avec des thérapeutes
ça n'avait pas donné grand-chose. Moi, ma première séance d'hypnothérapie, ça a pas du tout marché. En plus, moi, je me disais, oh là là, je suis pas du tout quelqu'un qui va être sensible à ça. Effectivement, au début, j'étais pas sensible à ça. À l'époque, quand j'étais très cartésienne, tout ça, tout ça. Mais en fait, j'ai compris que la réceptivité à l'hypnose, ça se développe en fait. C'est comme la réceptivité à la Kundalini activation. On s'ouvre au fur et à mesure et on devient entre guillemets hypnotisable au fur et à mesure aussi, tu vois. Mmh. Donc Exactement. heureusement que je me suis pas arrêtée à cette première séance qui n'avait rien donné du tout et que j'ai continué de mon côté quoi. Ouais, il y a une question aussi de confiance envers le thérapeute, mais aussi de technique et je le dis à chaque fois dans les épisodes, l'hypnose, il existe de nombreuses techniques d'hypnose et il existe de nombreux praticiens. C'est un petit peu comme quand tu vas à la banque, c'est pas la banque qui fait qu'elle est bien ou pas bien, c'est la personne qui va être en face de toi, qui va te conseiller sur les placements à faire ou gagner de l'argent sur ton emprunt. Et l'hypnose, c'est exactement pareil. Donc parfois, la première séance n'est pas concluante parce que on s'est pas senti à l'aise avec le thérapeute, on s'est pas senti à l'aise avec la méthode, etc. Et en essayant d'autres pratiques, d'autres praticiens, on s'aperçoit finalement qu'il y a un moment donné, on peut se sentir en sécurité, en confiance, et finalement aller commencer et débuter un travail sur soi. Et là, tu vois vraiment des effets avec ce programme-là. Tu vois qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors je viens juste de le commencer ce D'accord, programme-là, donc c'est un peu trop d'accord. tôt pour dire. Tu nous diras. Mais oui, mais de manière générale, j'ai constaté les bienfaits de l'hypnose sur moi. Et c'est marrant ce que tu dis aussi par rapport aux praticiens, c'est que tu peux aussi avoir un bon praticien en hypnose, mais ne pas te sentir suffisamment à l'aise pour faire la séance. Je prends l'exemple d'un ami à moi qui est hypnothérapeute. J'ai fait une séance avec lui, mais en fait, comme on a une relation trop proche, du coup, j'ai pas trop réussi à Bien rentrer sûr, dedans. Et c'est pour bien ça sûr. que je vais plutôt voir. Et parfois il y a des questions de voix aussi, hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des formations et d'avoir une personne qui dit, bah moi, ta voix, je peux pas. Bah oui, parce qu'en fait, ma voix en hypnose rappelait quelqu'un de sa famille avec qui elle avait des mauvais rapports. Ouais. Donc bah là, voilà, on conseille quelqu'un d'autre, etc. Et c'est pas personnel, c'est juste une question de voix qui rappelle la mémoire cellulaire qui se réactive à ce moment-là, quoi. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question? C'est une question que je pose à tous les invités que je reçois ici. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille en toi, la petite Céline que tu as été? Hmm. Dur comme question. Hmm. Je pense que je lui dirais de prendre confiance en elle le plus rapidement possible. Parce qu'en Tu fait, accentuerais le... ouais, il y a tellement de choses qu'on ne fait pas ou qu'on n'ose pas faire par manque de confiance en soi. Et plus rapidement on cultive ça, confiance et estime de nous-mêmes, et plus rapidement on peut aller à la poursuite de nos rêves, à être authentique avec les autres, avec soi-même. Plus rapidement, on va pouvoir se respecter aussi, respecter nos limites, respecter ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et plus rapidement on se plonge là-dedans, et plus rapidement on peut avancer en fait. Donc ouais, je pense que je lui dirais ça. Génial. Merci Céline. Est-ce que tu veux donner tes informations pour savoir où on peut te retrouver si on veut découvrir ta méthode, discuter avec toi, etc. sur ce que tu fais? Est-ce que tu Oui, peux bien sûr. rediriger les personnes? Euh, Vous pouvez me retrouver, donc j'ai deux Instagram, un perso et un pro. Donc le perso c'est céline.bergamini, le pro c'est céline.kundaliniactivation, qui va peut-être être amené à changer puisque je vais changer le nom de la méthode. Donc si jamais au moment où vous écoutez ce podcast vous me retrouvez pas, bah allez simplement sur mon compte perso et je mettrai, j'ai toujours le lien vers le deuxième. Et sinon mon site actuellement c'est kundaliniactivation.fr, tout simplement. De toute façon, vous le tapez sur Google, vous allez forcément me trouver. Et peut-être que le lien du site va changer aussi, mais il y aura un lien de redirection. Donc, dans tous les cas, ne pas hésiter à me contacter. Donc, comme je disais, je propose des séances à Bali, en France, à Paris, et aussi en ligne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les séances en ligne marchent tout aussi bien que les séances en Je présentiel. confirme. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. Et puis aussi, je pense que la Kundalini activation et l'hypnose, il y a beaucoup de ponts entre les deux. Les deux sont des méthodes qui sont vraiment
très, très, très efficace. Et la preuve que moi, je continue l'hypnose même en étant dans la Kundalini activation parce qu'il y a des choses qui se travaillent vraiment en reprogrammant le subconscient par le mental. Or, pendant la Kundalini activation, certes, le mental, on peut aussi le travailler, mais on va être sur un aspect holistique de libération émotionnelle, énergétique, physique. Et moi, j'aime bien travailler en fait sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, énergétique. Et c'est pour ça que pour moi, les deux méthodes sont vraiment très complémentaires. En tout cas, je remercie les auditeurs d'avoir sélectionné pour justement qu'on discute ensemble et avoir ton retour parce que je me retrouve vraiment dans tout ce que tu dis et je confirme que nos deux méthodes sont vraiment complémentaires et avec plein d'autres méthodes bien évidemment. Donc en fait, en travaillant toutes ces sphères-là, on arrive finalement à reconstituer notre puzzle et à s'en sortir bien dans ses baskets, à arriver à lâcher prise et surtout réaliser nos rêves. Merci encore à toi Merci Céline Anaïs. pour ton intervention. Je mets toutes tes coordonnées dans la description de ce podcast et si elles étaient amenées à changer, bah voilà, tu me le dis et je modifierai sans aucun problème. Je te souhaite en tout cas une belle fin de journée et je te dis à très vite sur les réseaux. Merci à toi aussi, à bientôt. À bientôt. Merci encore à Céline pour l'acceptation de l'enregistrement de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles ou à mettre un petit commentaire. Je suis persuadée que ce podcast peut atteindre les oreilles de ceux qui ont besoin de l'écouter. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre fidélité à ce podcast si vous saviez à quel point ça me fait chaud au cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui est très 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 attendu parce que je vais répondre à la question est-ce que l'hypnose peut m'aider à perdre du poids? Et je vais être très transparente avec vous, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.